Aujourd'hui, 2 novembre, commémoration des fidèles défunts après la célébration de la Toussaint, journée consacrée au recueillement sur les tombes des parents disparus. Les assises de l'OMS pour l'Afrique se préparent activement. Ce sera du 3 au 7 novembre prochain. À l'ordre du jour de cette rencontre, l'élection du président de l'institution, mais également l'épidémie d'Ebola. Situation toujours confuse au Burkina. Après le départ de Blaise Compaoré, l'opposition refuse la transition militaire. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, ce 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts, après la célébration hier donc de la Toussaint, une journée consacrée au recueillement, meublée donc pour de nombreuses familles chrétiennes, de la messe du matin, de la visite familiale au cimetière et de l'entretien des tombes, journée pleine de sens pour les fidèles chrétiens. Koné Pagasso. Cimetière d'Anono, il est 10 h. L'ancien chef de ce village, situé dans la commune de Cocody, décide de donner plus d'éclat aux différentes tombes de ses défunts parents. Le 2 novembre, ça dit c'est la fête des morts. Donc il faut commémorer la mémoire de nos morts. Voilà, c'est pour cette raison que nous sommes venus pour renouveler un peu les maisons, soit disons la maison de tout le monde, qu'ils ne soient pas oubliés. Autre commune, même réalité. Au cimetière municipal d'Abobo, Bernard, commerçant, fait nettoyer la tombe de son père envahie par la broussaille. C'est très important pour nous pour venir faire un peu de prière, pour venir nettoyer les tombes, pour ranger les lieux propres. Valentine, elle, ne retrouve plus la tombe de sa mère. On venait de temps en temps, mais on n'avait pas le temps de venir toujours. Après plusieurs coups de fil à ses frères, Valentine est heureuse. La tombe de sa mère a été retrouvée. En tout cas, conseil que je peux donner à mes amis, là, en tout cas, s'ils ont le temps qu'ils peuvent venir, au moins une fois dans le mois pour venir vérifier, c'est encore plus mieux. Non loin de là, François, journaliste, se recueille sur la tombe de sa défunte épouse. Il est soutenu par ses frères. La journée des morts, la journée de nos défunts, pour nous, de prier pour eux, de continuer à prier pour eux, afin que leur repos soit éternel et paisible. Cette journée consacrée aux morts, célébrée le lendemain de la fête de la Toussaint, est un moment privilégié de recueillement. Un jour pour faire des prières en faveur des disparus. Une journée dédiée donc aux parents défunts, je vous le disais tantôt, le 2 novembre est consacré entre autres à la visite au cimetière et à l'entretien des tombes. C'est donc muni pour la plupart de bouquets de fleurs que les parents, amis et connaissances vont se recueillir auprès de leurs proches disparus. Le temps des bonnes affaires pour les marchands de fleurs. On reste avec Pagasso Reconnaît. Alpignon, bec de perroquet, americana, des fleurs beaucoup utilisées en vue de rendre hommage à un parent décédé. Marché de fleurs de Cocody Saint-Jean. Nous sommes à la veille de la journée consacrée aux morts. Ici, Joséphine, comptable à la préfecture d'Aboville, décide d'acheter des fleurs. Je suis venue acheter des fleurs pour les mettre sur la tombe de mon ex-mari et ensuite mettre des fleurs sur la tombe de mon père et ma mère aussi. Tout comme Joséphine, Annick, couturière, s'approvisionne en fleurs. C'est pour nos parents qui nous ont laissés. Et aujourd'hui, c'est leur fête, donc on vient acheter les fleurs. On prie pour eux, pour que Dieu les accorde dans son royaume, pour qu'ils les acceptent. Quant aux vendeurs de fleurs, la journée consacrée aux morts est un moment pour vendre plus de fleurs. Voilà, Dieu merci aujourd'hui. Ça marche un peu. Les gens bien nombreux aujourd'hui par rapport aux jours précédents. Comme les années précédentes, de nombreuses personnes décident cette année de se rendre sur les tombes des parents décédés en vue d'y poser des gerbes de fleurs. Aujourd'hui, 2 novembre, également journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Journée décrétée par l'ONU en hommage à Ghislaine Dupont et à Claude Verlon, les 2 journalistes français assassinés à Kidal, au Mali, il y a de cela 1 an. La 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique aura lieu à Cotonou, au Bénin, du 3 au 7 novembre prochain, des assises qui seront marquées par l'élection du directeur régional de l'institution, 5 candidats en lice, dont le professeur Thérèse Ndri Yomon, anciennement ministre de la Santé, actuellement conseiller du président de la République, chargé donc de la santé. Autre point à l'ordre du jour de cette rencontre, l'épidémie d'Ebola qui sévit sur le continent. Il y a un sujet qui sera au centre des préoccupations de la 104e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Cotonou, au Bénin, à partir du lundi 3 novembre, c'est bien celui de l'épidémie qui frappe l'Afrique de l'Ouest.
Ebola. Le comité régional, composé des ministres de la Santé des 47 pays membres de l'OMS, aura à réfléchir sur le sujet pour faire le point sur la situation et en tirer les leçons. Le bilan de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest approche les 10 000 cas pour près de 4 900 morts. C'est inquiétant. Raison pour laquelle au Bénin, le comité va marquer une halte pour examiner la situation afin de lutter efficacement contre Ebola. Il faut signaler que les assises de l'OMS au Bénin vont se solder par l'élection du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats sont en lice: Bénin, Botswana, Mali, République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, représentée par le professeur Ndrioma Thérèse, qui veut que la santé soit au cœur de l'émergence. Sa vision, faire de l'Afrique une région libérée des barrières en vue d'une accessibilité à des soins de qualité pour tous. Un reportage signé Delphine Blas. Démarré il y a 4 ans, le projet d'appui à la revitalisation et à la gouvernance des PME par EPME a pris fin, projet qui a notamment contribué à l'amélioration de l'environnement des affaires avec la mise en place de plusieurs structures dont le tribunal de commerce financé par la Banque mondiale à hauteur de 7,5 milliards. Le gouvernement souhaite une deuxième phase pour pérenniser les acquis. Franck Radio. L'amélioration de l'environnement des affaires, la création du tribunal de commerce et de l'unité de lutte contre le racket, le positionnement de la Côte d'Ivoire parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde, l'appui institutionnel et financier aux petites et moyennes entreprises PME. Ce sont, entre autres, les acquis du projet d'appui à la revitalisation et à la gouvernance des PME par PME. Nous sommes donc une GIE, un consortium de 5 entreprises et ont été appuyées pour être constituées et ensuite les phares PME sont venus nous apporter le financement qu'il nous fallait. Mise en œuvre en 2010 et exécutée par l'Association pour la promotion des exportations en Côte d'Ivoire, APEXI, le projet par PME est financé par la Banque mondiale à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA. Il a pris fin ce jeudi. L'État se réjouit des résultats qui ont été obtenus par le projet par PME. On a eu l'occasion de visiter des stands avec des PME dynamiques, des PME qui, à notre sens, peuvent s'exporter. Nous souhaitons la mise en place d'une deuxième phase. Objectif, contribuer à l'amélioration des performances des petites et moyennes entreprises en vue de stimuler l'activité économique, les investissements, la croissance et la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement rectifié par vous-même. Il s'agissait plutôt d'un reportage signé Francis Boifo. L'éducation des enfants est une réelle préoccupation pour le Conseil régional du handball qui vient de faire un important don aux écoles primaires de Dabakala. On en parle avec Kwadio Kwame. Les populations de Tumboka, village situé à 12 km de Katiola, sont dans la joie. En effet, les écoliers de cette localité ne prendront plus les cours sous les paillotes de fortune. Créée en 2008 avec 3 classes, l'école primaire publique de Tumboka est d'un effectif global de 237 écoliers, dont 105 filles. Après 6 années d'existence, l'école a de réels besoins. Absence de cantine, de latrines, de table-banc. Le problème des salles de classe est une réelle préoccupation pour le corps enseignant. L'insuffisance de salles de classe vient d'être comblée par le conseil régional du handball avec la construction de 3 nouvelles salles. Avant la remise des clés de ce nouveau bâtiment, le conseil régional du handball a fait un don de 225 tables-bancs aux établissements scolaires de Dabakala. Des actions qui, selon le président du dit conseil, visent à améliorer les conditions de travail des enseignants dans l'objectif d'améliorer les résultats scolaires à Tumboka. L'école est un facteur d'éducation. Les besoins sont énormes dans notre région. Le conseil régional fait de son mieux pour contribuer à l'émergence de l'école dans notre région. Nous allons faire la même chose dans le département de Katiola et de Niakara. Des réalisations appréciées à juste titre par les animateurs du système éducatif de la région. Le coût global de ces investissements du conseil régional du handball en faveur de l'école est de 25 millions de francs CFA.
Au Burkina Faso, c'est toujours la confusion après la démission du président Blaise Compaoré. Des milliers de personnes sont à la rue à l'appel de l'opposition qui rejette la transition militaire, le choix donc du lieutenant-colonel Zida à la tête du pays. Pour ces manifestants, le combat continue. Et la sous-région qui reste très attentive à la situation à Ouagadougou, situation qui n'est pas sans conséquences économiques avec la fermeture des frontières. Au lendemain de la démission du président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir par une insurrection, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui regarde la transition en cours au Burkina Faso. À commencer par la Côte d'Ivoire où vivent plus de 2 millions de Burkinabés. Ce Burkinabé vit à Abidjan, il a vécu toutes les crises ivoiriennes. Pour lui, la démission de Blaise Compaoré est un exemple à suivre. Blaise Compaoré s'est retiré du pouvoir dans l'intérêt du peuple et a évité ainsi un bain de sang. Aujourd'hui, les acteurs politiques, militaires et la société civile doivent suivre son exemple et agir dans le calme pour l'intérêt du peuple. La crise au Burkina Faso a aussi des conséquences économiques. Avec la fermeture des frontières, les trains sont bloqués à quai. Ces convoyeurs du train Abidjan-Ouaga ont perdu beaucoup d'argent. Ça fait au moins 4 à 5 jours aujourd'hui que les trains ne bougent pas. Bon, il y en a au moins milliers de jeunes qui sont là aussi, qui sont des convoyeurs et aussi qui ressentent la même chose que moi. Nous, c'est de ça nous on vit. S'il n'y a pas de train, c'est que vraiment il y aura beaucoup de souffrance. Au Niger voisin, où la crise entre le pouvoir et l'opposition s'éternise, on espère que le destin de Blaise Compaoré servira de leçon. Nous aurions souhaité que les cas du Niger servent d'école à tous ces chefs d'État qui croient qu'une fois au pouvoir, il faut y rester jusqu'à la fin de ses jours. Nous aurions souhaité que le Niger soit le dernier exemple. Paradoxalement, c'est au Mali où Blaise Compaoré a joué un rôle important dans la médiation pour le conflit au nord du pays que la situation au Burkina Faso semble susciter le moins d'inquiétude. Sur les négociations entre le gouvernement et les groupes armés, la conséquence n'est pas très grave parce que la médiation burkinabé avait déjà été supplantée en grande partie par la médiation algérienne, par le retour dans la négociation de l'Union européenne, de l'ONU, de la CEDEAO, de l'Union africaine. Samedi, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui était suspendue au destin du Burkina Faso. Voilà, le Burkina Faso où des milliers de manifestants sont encore dans les rues. 18 000 logements détruits, plus de 37 000 rendus inhabitables. L'opération militaire israélienne de l'été dernier sur Gaza, en plus d'avoir emporté la vie de plus de 2 000 Palestiniens, a fait d'énormes dégâts matériels. Après le cessez-le-feu du 26 août dernier, les Gazaouis, désormais sans abri, attendent désespérément la reconstruction. Depuis le cessez-le-feu du 26 août 2014, Gaza est en attente de reconstruction. Une petite fille fait ses devoirs dans une maison en ruine. Les bombardements israéliens de cet été ont causé de sérieux dégâts. Les maisons sont éventrées, les toitures déchiquetées, les murs sont des gravats. La reconstruction est donc une priorité pour les Gazaouis qui espèrent passer l'hiver au chaud. Regardez, depuis ce matin, nous avons été mouillés par la pluie. Dieu merci, que devons-nous faire? C'est l'hiver. Nous ne pouvons plus vivre à l'intérieur des temples. Ce n'est plus possible. Mais pour reconstruire, il faut notamment du ciment et de l'acier. Or, l'acheminement de ces matériaux est très contrôlé, particulièrement par Israël, mais aussi par l'Égypte. Depuis le cessez-le-feu, la population commence à désespérer de l'arrivée des produits dont elle a besoin, plus particulièrement de l'arrivée des matériaux de construction. Tout cela à cause du blocus qui frappe la population de la bande de Gaza. Le blocus imposé par Israël à l'enclave palestinienne existe depuis 8 ans. Mais à l'approche de l'hiver, les Gazaouis s'impatientent. L'ONU dénombre 18 000 logements détruits et plus de 37 000 rendus inhabitables. Cet été, l'opération militaire israélienne a tué plus de 2000 Palestiniens et a transformé Gaza en champ de ruines. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.